tous mobilisés. Et naturellement, moi également. TV Liberté aura bientôt 10 ans, suivi par un noyau fidèle qui s'est amplifié au fil du temps. Je le salue et désire également m'adresser aux 900 000 nouveaux téléspectateurs qui nous ont rejoints en 2022. Et je voudrais leur confirmer notre règle du jeu. En effet, 3 types de ressources financières sont possibles pour les médias. D'abord, les subventions publiques ou mécénat privé. Mais alors, comment donc combattre un système qui les distribue ? La publicité, économie fragile et bien souvent négatrice de nos valeurs. Et enfin, le don, le choix de la liberté, le grand principe fondateur de notre civilisation européenne. Et oui, c'est notre choix. Par conséquent, nous n'avons donc aucun autre patron que vous. Stop ou encore ? Les programmes de TVL vous conviennent ? Alors dites-nous encore en effectuant un don maintenant. Amis de TV Liberté, bonjour. En cette veille de Noël, cette période de Noël, nous avons la joie de recevoir Bertrand Gallimard-Flavigny. Bonjour monsieur. Bonjour, pour vos contes de Noël et autres contes de famille, qui sont un très joli petit groupe de nouvelles, de contes de Noël, tout à fait originaux, ou original plutôt. Vous êtes monsieur Marin, journaliste, écrivain, chroniqueur. Vous avez beaucoup travaillé au Figaro littéraire. Oui. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la chevalerie, sur les ordres de chevalerie, sur l'ordre de Malte, sur la marine et les voyages. Vous avez beaucoup voyagé ? Oui. J'étais reporter pendant quelques temps. Donc, je suis allé dans des endroits où ça se passait pas très bien. Il fallait courir un petit peu vite. Donc, ça m'a permis d'aller en Afrique, Moyen-Orient, en Asie. C'était bien, mais pas du tout et jamais dans l'Amérique du Sud. Ce qui est assez particulier. Je ne connais pas cette partie du monde. Pourtant, vous évoquez des Mexicains. Il y a quelque chose. Parce que au Pérou. Parce que ma fille aînée me dit, papa, il y a toutes mes nièces et moi je suis pas dedans. J'ai pas de contes. Évidemment, comme elle est plus âgée, quand j'ai commencé à écrire les contes, elle avait déjà un petit peu franchi les années. Alors, sachant qu'elle était au Pérou, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, quel est le nom de la ville où tu es ? Oui. Auprès. Alors elle m'a donné le nom de la ville. Je suis allé sur Internet. J'ai fouillé un petit peu savoir comment était la ville. Oui. J'ai vu un peu la température. Et puis j'ai imaginé quelque chose. Alors la neige et Noël au Pérou, c'est l'été. Bien sûr. Et c'est là que vous avez imaginé cette merveilleuse histoire du jet. Alors c'est un hara. Alors, un rat blanc, ce qui n'existe pas. Un perroquet, oui. Un perroquet, qui n'existe pas, oui. Mais je l'ai, donc il perçait plus, mais tout d'un coup, c'est comme s'il y avait la neige. La neige qui tombait. Et la petite fille, à un moment, une petite fille française, qui est avec ses parents, qui veut voir la neige, qui veut voir la maison, et à un moment, tout d'un coup, il voit la neige, c'est merveilleux, elle veut pénétrer dans la boutique, et elle veut la saisir, mais malheureusement, c'est du plastique, ça va pas du tout, et alors elle est toute triste, et puis... Donc j'essaye de donner l'ambiance, j'ai vu aussi qu'il y avait une histoire de Père Noël avec une moto dans le square de cette ville péruvienne. Donc, c'est l'imagination qui arrive. Mais c'est joli comme histoire. C'est pour satisfaire une fille qui est au loin. Et puis, il y a cette histoire de jet qui s'installe sur un sapin pour décorer.
Alors ça, c'est au Québec. Oui, c'est ça. Oui, c'est encore une section de voyage. Et au Québec, parfois, on essaie de rechercher la feuille la plus belle, la plus extraordinaire. Oui. Donc j'ai imaginé des enfants avec leur tante et on cherche la plus belle. Et finalement, c'est la petite fille, mon héroïne, qui là. Donc la voiture s'arrête sur le bord du chemin. On essaie de l'attraper et elle va la coller dans son registre. Oui. Et comme c'est Noël, elle me dit, mais au fait, il n'y a pas de sapin. Il n'y a pas de sapin dans la maison. Papa, il me faut un sapin. Et papa dit, on verra, on fait de part à la crèche, c'est la musique. Et la petite fille, finalement, s'enfuit. Elle part un peu dans la nature, derrière la maison, elle va voir son vieil ami qui est un Indien. Donc un Indien, et il lui dit, j'ai pas de sapin. Et il lui dit, bah, tu vas voir, il y a un sapin, mais tu vas fermer les yeux. Alors il y a une histoire d'ours aussi au passage. Oui. Et puis tout d'un coup, il y a un sapin, et tout d'un coup, effectivement, il y a tous les jets bleus qui sont réunis. Et alors c'est presque une réalité, car ces oiseaux vont se nicher dans les sapins et puis le crayon a fait le reste. Alors, je dois dire que vos nouvelles flirtent avec le fantastique, oui, la fantaisie et la poésie. C'est absolument inouï Non, il faut lâcher pied, il faut rentrer dans votre onirisme et j'avoue que ça fait beaucoup de bien. Merci pour le compliment. J'avais publié un recueil de nouvelles un peu fantastiques qui s'appelait La poignée de porte il y a quelques années. Des poèmes, j'en ai publié un certain nombre quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est peut-être tout ça qui est arrivé. Vous savez, quand c'est aussi des familles, en fin de compte, les contes me viennent. Je ne sais jamais au mois d'août ce que je vais écrire. J'attends le mois de novembre. À ce moment-là, je guette. Chaque année, vous écrivez? Chaque année, ouais. Un ou deux. Oui. Au début, c'était un tout timidement, un peu court, et puis après, ça a augmenté. Oui. Et donc, au mois de novembre, je cherche. Alors, c'est peut-être, je sais pas, un enfant qui me fait une réflexion. Par exemple, l'histoire du colombier. Il y a un colombier dans la maison qui était couvert de lierre, qui allait s'écrouler. Et donc, on fait faire, il y a quelqu'un qui est venu arracher le lierre, etc. Donc, on a vu le colombier tel qu'il était. La toiture est bonne. Il y a un grand trou derrière parce que il y avait un four à pain dans lequel il avait poussé un horrible arbre, donc il avait tout fait écrouler. Tout est tombé, oui. Et donc, et puis, les enfants ont dit, il faut y aller, on va visiter, on va voir. Alors, un matin, avec la petite Philippine qui m'en parle, je dis, écoute, ça pourrait être l'histoire. Je commence à délirer avec elle, qui me regardait avec ses grands yeux, elle a 10 ans, avec ses grands yeux. Et ensuite, j'ai raconté comment Philippine, avec ses cousins, et surtout avec l'oncle Édouard, c'était moi, et pénétrait, et elle voit tout d'un coup, bien sûr, je vous passe tous les détails, tout d'un coup une nuée de colombes qui viennent, et puis neige dehors, bien sûr. C'est très joli, cette résurrection du colombier. Alors, à Noël, on prépare la crèche, donc beaucoup de vos histoires sont sur cette préparation de la crèche. On ouvre des grandes boîtes qui sont fermées toute l'année. Et quelquefois, il y a des santons qui échappent, qui se sont échappés, qu'on ne retrouve pas. Ils ont leur propre vie. Ils ont leur propre vie, ces santons. Et alors, la nouvelle qui s'appelle « Les santons retrouvés » est très jolie. Nous sommes sur la côte normande et une famille est très, très ennuyée parce que nous sommes dans un village de pêcheurs et 3 santons manquent et c'est quand même pas n'importe qui puisque c'est Jésus, Marie et Joseph. Et voilà comment se termine, c'est la fin de cette nouvelle, ce conte que j'aime beaucoup. Nous sommes donc au bord de la mer. Et Jean, suivi par Adrien le Grand, descend vers le village afin de tenter de trouver au bazar les 3 santons manquants. La marée s'est engouffrée dans le chenal et les mâts des petits bateaux dansent au rythme des cliquetis des haubans métalliques. Jean et Adrien s'apprêtent à dépasser l'hôtel de la Marine lorsque leur regard est attiré en contre-jour de Jersey par une voile qui ballotte étrangement.
Le vieux René, affairé dans son antique bateau, relève la tête à l'appel de son jeune camarade qu'il a tant de fois emmené dans des expéditions de pêche improbables et juge la situation. « Ça, ceux-là sont en difficulté, grommelle-t-il. On y va !» La vieille coque file bien 6 nœuds, laissant un sillage brinque-ballant plein d'écume en direction de ces fous de terriens qui connaissent rien à la mer et s'y lancent comme sur une autoroute. Au loin, les rochers des îles ressemblent à des animaux marins, comme l'affirme l'ami Olivier, mais pour l'heure, ce n'est pas d'animaux qu'il s'agit. Face à eux, sous le vent, la barcasse hoquette comme une toupie sur le point de verser. Un homme tente tant bien que mal de leur faire signe en s'agrippant à la baume qui danse la gigue. Au fond, recroquevillés, une femme les regarde, curieusement sereine. Jean saute à leur bord, boute en main. Le sauvetage aura été facile. Peu expérimenté, l'homme qui dit s'appeler Joseph souhaitait à tout prix gagner Carteret, le village de ses aïeux. « Mes pauvres amis, les hôtels sont pleins cette saison. Vous descendrez chez nous. Nous nous serrerons un peu, voilà tout. » Petite Diane, empressée auprès des hôtes inattendus, pose sa main sur le ventre de Marie. « Comment s'appellera ton enfant ?» demande-t-elle. « Emmanuel » répond-elle, avant de s'asseoir, lasse, près de la crèche qui semble soudain s'illuminer. Voilà, Jésus, Marie et Joseph arrivent sur un bateau et c'est très joli. Vous êtes un poète, ça c'est sûr, mais vous avez aussi beaucoup d'imagination de voir arriver Jésus sur une barque. Oui, d'un coup ça vient. Et dans le fond, l'imagination, je dis toujours, c'est presque, je ne veux pas dire que c'est un miracle, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, mais comme je vous disais, à chaque fois au mois de novembre, décembre, je cherche une idée, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais écrire. Et puis ça vient. Vous parlez de Santon, ma femme a fait une crèche absolument extraordinaire, il y a 200, oui. Donc à la campagne à Paris, donc oui. Ça fait 400, environ 400 Santons, et puis elle a un chat. J'ai un petit peu de mal avec le chat. Alors oui. Je voulais faire un hommage, donc j'ai raconté l'histoire d'un chat qui râle, qui croche, qui grogne, et qui tout d'un coup est interpellé par une voix, il ne sait pas quelle est cette voix, il cherche tout, mais quand il me parle, et puis il se rend compte qu'il parle comme les humains. Il dit, je suis là, et je suis le gardien des Santons. Tu sais, tu devrais venir avec nous, ça serait plutôt sympathique, parce que nous, on s'amuse bien. Oui. Et bon, puis je vous passe les détails, parce qu'on pourrait... Et de là, un chat en terre cuite dans la crèche. Non, ça c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Et puis il y a... Vous évoquez bien sûr beaucoup la vie de famille, puisque la crèche, c'est l'exercice par excellence d'un grand moment dans la vie de famille. Et il y a cette petite fille à qui on dit qu'elle est trop petite. Ah oui. Ça, c'est insupportable. Oui. La petite Aliénor. Alors, tous les prénoms que vous avez sont des prénoms réels. Tout à l'heure, vous parlez d'Adrien, c'est mon fils aîné. Oui. Aliénor, c'est ma petite fille. Philippine, c'est ma belle petite fille. Ils sont tous là. Alors, ils se retrouvent. Philippine est absolument ravie d'être dans le livre. Aliénor, ce n'est pas tellement aperçu, parce qu'elle a 11 ans, elle pense à plein de choses. Et donc, avec tous ces enfants, ils sont tous autour de moi dans les textes. Et alors, cette petite fille qui n'est absolument pas, qui est mise hors jeu par ses frères et sœurs, est absolument au fond du désespoir. Et elle va voir son grand-père. Moi aussi, je veux faire la crèche. On lui répond, tu es trop petite. Alors, elle va voir son grand-père. Et son grand-père... Et elle dit à son grand-père, « Léandre a dit que j'étais trop petite et que je n'ai pas le droit de faire la crèche », lui explique-t-elle entre 2 sanglots. Grand-père avait ôté ses lunettes, saisi la petite fille et l'avait hissée vers ses genoux. « Écoute, Aliénor, tu es presque grande. Ainsi que tu me l'as dit un jour, je suis un peu vieux. Bientôt, je serai très vieux et tu seras très grande. Cela ne me dit rien d'être trop âgée, mais j'apprécie d'être un peu comme toi. »
Tu devrais découvrir l'avantage d'être encore petite. Imagine que si tu étais toute petite, tu pourrais entrer dans la crèche et te promener dans le décor, saluer les personnages. Et qui sait, te parlerait-il ? Tu pourrais aller voir Marie et Joseph, caresser le dos de l'âne et les flancs du bœuf, plonger tes petites mains dans la toison des moutons. Ce serait merveilleux, ne crois-tu pas ? La petite fille avait opiné de la tête, effacé ses larmes en passant la paume de sa main sur ses yeux et avait demandé « Grand-père, si j'entre dans la crèche, comment pourrais-je trouver l'étable ?»« Oh, c'est simple, avait-il répondu. Tu n'auras qu'à repérer l'étoile qui doit briller sur son toit. Allez, oust, va jouer ou attrape un livre et assieds-toi à côté de moi. Ce soir, je te prendrai dans mes bras et tu pourras voir l'étable où tu déposeras l'enfant Jésus. » La perspective d'être l'autre héroïne de la soirée de Noël avait réjoui Aliénor. Mais cela ne suffisait pas. Les paroles de son grand-père avaient tourné dans sa tête. « Ah, je suis bien petite. Eh bien, je vais devenir encore plus petite et rapetissée pour entrer dans la crèche. » Mais elle est entrée dans la crèche. J'arrête là le récit. Je trouve ça très très joli et je trouve ça surtout tellement authentique. Je vois ces petites filles raisonner comme ça. Je pense qu'elle raisonne comme ça, j'espère. Absolument, non, absolument. J'ai 4 petites filles, moi aussi, et il faut pas leur dire qu'elles sont trop petites. Ah oui, mais là, c'est son coquin de frère qui... C'est pas possible. Alors, il y a d'autres idées merveilleuses. Il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, c'est celle qui parle du berceau de Jésus. Pouvez-vous nous parler de cette coutume très ancienne que j'ai vue qu'en Italie. J'ai vu un berceau. Vous avez un berceau de la même manière, un petit peu comme cette cathédrale gothique que j'évoque. Oui, non, je l'ai vu dans un couvent en Italie. En fin de compte, c'est un objet de couvent que j'ai vu à Anvers, dans le musée. Je ne suis pas allé dans le couvent, moi. Oui. Et j'ai été frappé par cet objet qui est très curieux, parce qu'on a l'impression d'avoir les montants... Des colonnes. Oui, ce sont des colonnes gothiques, parce que c'est le style gothique, avec ce petit coussin, avec l'enfant Jésus. Et alors, ce qui m'amusait beaucoup, c'est de savoir que les religieuses tiraient sur une petite ficelle, et donc ça se balançait avec une petite musique. Oui. Et à partir de là, je l'ai gardé pendant quelques temps dans ma mémoire, là, et puis un jour, je me suis collé, et je l'ai raconté, et j'ai mis tous les enfants autour qui regardent le petit Jésus. Mais en plus, la petite, je ne sais plus laquelle, ça doit être Victoria, la petite avait comme enfreint les choses, parce que discrètement, elle avait piqué la clé de la vitrine dans laquelle c'était, et donc elle avait très peur quand sa grand-mère est arrivée, et donc le grand-père était tous émus de voir tous les petits-enfants à genoux, du plus petit au plus grand, alors que tous les parents, les oncles, les tantes étaient en train de se goberger dans la pièce d'à côté, devant un feu de cheminée, bien sûr, et il neigeait dehors, bien sûr. Oui. Alors, il y a cette nouvelle aussi très jolie qui s'appelle « L'accord de Sainte-Cécile ». Ah oui, alors mon petit-fils, parce que ce sont des histoires de famille, lui, donc le fameux Léandre, joue du cornet. Oui. Et alors, il voudrait bien jouer, il n'a pas d'idée, il voudrait bien trouver une partition, et puis il voit cette statue en bois. Alors celle-là, je l'ai vue aussi en verre, comme ça, vous voyez, on a là enfin un petit côté belge, et j'avais très 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 jolie statue, elle n'est pas grande, elle est haute comme ça, elle est très très jolie, et il commence à lui parler, tu pourras peut-être m'aider, toi, parce que moi, j'y arrive pas. Et puis finalement, il s'entend parler, et Cécile lui dit, écoute, tu pourrais jouer, et puis ta sœur qui joue du hautbois pourrait venir. Mais écoute, Victoria, la petite, elle a une très jolie voix. Et puis, mais alors, Côme, le grand, Côme, il viendra le chef d'orchestre, et il constitue, et il joue une chanson que j'ai réussi à retrouver. Et tes cousins vont apporter leur piano. Voilà. Ah oui, j'ai oublié des pianos, bien sûr. Et donc, il se met à chanter un vieux chant
que j'ai retrouvé, enfin, c'est le grand-père, pardon, qui a retrouvé. Un vieux chat. As-tu, cher Léandre, qui annonce aux bergers qu'on s'assemble au signal donné pour aller ensemble saluer Tourlorirette, saluer Landarirette, le roi nouveau-né. Ça ressemble. Alors, j'ai cherché sur Internet votre chant, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh ben, je vous retrouverai peut-être la référence. Oui. Mais c'est vrai, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein, s'il vous plaît. Alors, beaucoup d'histoires de sapins aussi. Une très jolie. Alors, il y en a une où vous êtes... là, vous montrez le bout de votre pensée contre les écolos qui ne veulent pas qu'on coupe des sapins. Et merci beaucoup, parce que vous avez bien raison. Ces sapins qui ont disparu dans le parc. Alors, en fin de compte, les sapins, il a bien fallu les casser. Ils avaient 50 ans, ils menaçaient de tomber, donc on les a cassés. On a cassé des sapins. Ah, vous dites casser un sapin? Oui, on les casse. Ah oui. On casse les sapins. Ah oui. Donc il y a un bûcheron qui vient, Oui, c'était un gros travail, il y avait de la sueur partout, ça formait des bosses. Oui. Alors j'ai pensé que les enfants arrivant, où sont passés les sapins, qui a volé les sapins. Et c'est vrai, c'était le moment, donc à 3-4 ans, où les écolos... un uluberlu à Bordeaux. Oui, il y a l'uluberlu, a décidé que... l'arbre mort, etc. Il a recommencé d'ailleurs, parce qu'il a remis son arbre en verre à la place. Et le grand-père, qui est toujours la tête en l'air, qui pense qu'il a écrit trop de bouquins, n'est-ce pas, se lève, pas de sapin, il n'y a plus de sapin, il faut trouver un sapin. Et finalement, ils vont trouver un sapin. Et on les voit pénétrer avec grand-mère portant un sapin qui est assez lourd pour le mettre. Heureusement, il reste encore des sapins dans la nature. Oui. Et puis, il y a ce très joli conte qui s'appelle « Le cavalier polonais ». Oui. Alors là, c'est une histoire codée. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce sont les enfants qui nous sommes dans des maisons anciennes, des maisons qui sont habitées depuis des générations. Oui. Et donc, il y a des vieux portraits. Oui. Et certains enfants n'attachent pas d'importance, et puis certains autres posent des questions. Mais qui est cette femme ? Qui est cette femme ? Alors là, tout d'un coup, la grand-mère dit, écoute, c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi tu l'appelles la polonaise ? Et là, je raconte une histoire. C'est une très jolie histoire, oui, c'est une très jolie. Qui pourrait presque être un roman, d'ailleurs. J'avais envie de l'écrire, la polonaise, mais ça prend un peu de temps, quand même. Je vais lire votre histoire, parce que... Élisabeth a été surnommée la Polonaise, car elle vécut quelques années à Varsovie, où son mari faisait partie de la légation du roi de France auprès du roi de Pologne. On a su qu'elle s'y amusait beaucoup, elle était belle, les cavaliers la courtisaient, la faisaient danser dans des bals que donnaient des princes dans leur palais. En hiver, elle faisait des promenades en traîneau dans les bois et les forêts. En été, elle partait pour de longues randonnées dans les prairies, les mêmes bois et forêts. Elle avait, comme moi, 3 enfants. L'aîné est ton lointain arrière-grand-père. La petite fille écoutait bouche bée cette incroyable histoire qui prenait davantage un air de vérité, car sortant des lèvres de sa grand-mère. L'enfant, qui avait feuilleté des albums de gravure, imaginait très bien les décors dans lesquels avait évolué son aïeul. Un soir, une veille de Noël, Élisabeth avait été invitée à un souper. Il y avait beaucoup de monde, les conversations étaient animées, convourant les mélodies jouées par un orchestre, les robes et les costumes étincelaient de leurs couleurs et se mariaient avec l'éclat des bijoux. Les uns et les autres convives passaient d'un salon à l'autre, se saluant, échangeant des coupes de champagne et surtout des vœux, des joyeux Noël. Élisabeth et l'une de ses amies françaises s'assirent un moment dans un cabinet tapissé de miroirs. Elle eut alors le regard attiré vers 2 hommes assis comme elle dans un canapé voisin. Ils ne faisaient pas attention aux 2 femmes. Elles, au contraire, les examinèrent, s'amusant de leur manière. Le premier n'était pas très grand, l'autre très blond. Puis ils quittèrent la pièce. Les femmes se levèrent à leur tour, cherchant à recroiser les 2 cavaliers en vain. « Pourquoi me parles-tu de ces cavaliers ?» interromput Aliénor. « Pourquoi, puisqu'Élisabeth ne les a pas retrouvés ?»«
Ne sois pas impatiente, il y a une suite. Des années plus tard, après de nombreux Noëls, Élisabeth étant devenue veuve, son mari ayant été tué à la guerre contre les Anglais, elle est revenue habiter ici, dans cette maison. Ses enfants avaient grandi et fondé leur famille, et à la veille de Noël, il y avait certainement des petites Aliénor et Philippine qui aidaient leur grand-mère à préparer la soirée de Noël. Cet après-midi-là, la neige qui était tombée depuis le matin avait recouvert le parc. Élisabeth, entourée par ses petits-enfants, s'était rendue dans l'église du village afin de la décorer pour la messe de minuit. C'est alors qu'un cavalier avait surgi au bout de l'allée. Il semblait épuisé, sa houppelande était couverte de boue, sa monture tremblait de fatigue, de l'écume coulait sur sa robe alezane. Voyant les enfants, il fit un écart à son cheval. Il fit faire un écart à son cheval et son regard se posa sur Élisabeth, fronçant les sourcils. « Je vous connais, madame. Je suis persuadée de vous avoir rencontrée autrefois. » Elle l'avait reconnue immédiatement. « C'était son cavalier polonais !» dit Aliénor en battant des mains. « Tu as raison, c'était bien lui, mais il était français. Je vous ai longtemps cherché, madame, poursuiva-t-il. Oui, si longtemps. Il fallait que je vous retrouve un autre soir de Noël. » Élisabeth fit un geste montrant les enfants. « Vous voyez, je dois m'occuper d'eux, mais si vous le souhaitez, vous êtes mon hôte. » Ils ne se quittèrent plus jamais, et chaque année à Noël, ils accueillirent tous leurs enfants et petits-enfants, les siens et ceux d'Élisabeth, qui formèrent alors une grande famille. Aliénor regarda le portrait et dit « Comme aujourd'hui ». Là-bas, au bout de l'allée, elle crut voir à nouveau un cavalier. Là, on est emporté par votre histoire. Écoutez, c'est sûr qu'on est emporté, c'est sûr. Alors, Alors, c'est illustré, c'est un livre illustré, c'est le moment de le dire. Oui, parce que j'ai la chance d'avoir un petit coup de crayon. C'est un très Alors, beau... je mets un petit peu de couleur. Et donc, je m'efforce toujours. Alors, ils sont plus ou moins réussis, mais j'essaie de donner quelque chose. Et ça donne évidemment... alors, de temps en temps, j'entends « Ah, tes histoires ou vos histoires sont... » Mais alors, les dessins. Je me lisais avant de regarder les dessins. Alors, les dessins sont à l'image des contes. Ils sont très oniriques. Fantastique, rien ne pèse ni ne... Les contours sont à peine tracés, c'est assez... Alors, on les voit quand même. C'est des dessins. Oui, mais c'est très... Il les lit, je me souviens, il y a l'un des contes, c'est Le bateau perdu. Oui. Et ma fille petite me dit, mais c'est toi, papa. Alors que, ça ne me ressemble pas vraiment, mais elle a vraiment visualisé. Elle a visualisé, oui. Que moi. Et puis, il y a une très belle histoire, c'est l'histoire bretonne que j'ai beaucoup aimée, avec, ça s'appelle le Saint-Gwingwen. Oui. Racontez-nous. Celle-là m'a été soufflée par un copain amiral. Oui. Comme quoi, les amiraux racontent aussi des histoires, et que je connais depuis très longtemps. Les amiraux sont très épris d'histoires de marine. Oui, toujours. Et là, il me racontait, donc on était dans le train, et puis il parlait de mes contes, ce que tu vas écrire, etc. Et il me dit, alors c'était pas du tout Noël, mais il racontait une histoire. Il était enfant de chœur, et il habitait Brest. Et de temps en temps, il accompagnait un prêtre pour se rendre dans cette paroisse un petit peu éloignée. Et il racontait qu'il y avait l'histoire des burettes, parce qu'il y avait tous les hommes qui étaient comme des pochetrons, allaient au café du coin pendant que les dames restaient. Et que le grand truc, lui, c'était directement de prendre les burettes pour leur donner à boire à la fin. Donc on attendait. Alors à partir de là, j'ai commencé à délirer. Et il y avait une jolie petite fille. Il y avait, on était au bord de la mer, et
donc finalement, ça fait une jolie histoire avec la Marie-Jeanne, avec les noms habituels. Et ce qu'il y a absolument d'étonnant, c'est que j'ai choisi de placer le village, donc là-haut, tout à fait là-haut dans le Finistère, oui. Parce que j'ai un ancêtre qui était breton, oui. Donc j'ai choisi là, donc j'ai un petit peu cherché, et je l'ai envoyé parmi mes amis. Malheureusement, il est décédé maintenant, qui était un commissaire général, et il me dit, mais tu te rends pas compte, mais tu as décrit mon village et ma maison. Alors que je ne connaissais pas son village et je ne connaissais pas la maison. Mais c'était touchant parce qu'il a reconnu quelque chose, il ne s'est pas intégré. Alors quant à l'amiral en question, lui, il a éclaté de rire parce que ça l'amusait beaucoup. C'est l'histoire de l'enfant de cœur qui se retrouve dans un livre. Vous savez, je suis un piqueur, là. Je vole les idées, je vole les images. Vous picorez. Je picore. Alors, l'éditrice qui est... l'éditeur, c'est Ibacom, oui. Et c'est donc Isabelle de Brémond-d'Ars, oui. a fait une annexe très intéressante avec un petit rappel historique. C'est elle qui a fait ça, je crois, non? C'est moi. C'est vous, c'est bien. Alors, pourquoi le 25 décembre? Ça, c'est important de le rappeler. Alors, le 25 décembre, je vais essayer de ne pas dire bêtise, parce que je ne me souviens jamais de ce que j'écris, mais parce que d'abord, c'est le solstice. C'est la fête de la lumière. C'est la fête de la lumière, et donc l'Église, dans sa sagesse, et pour évacuer tous les dieux païens, y compris les païens, donc là, ainsi de ne dites pas évacuer, parce que nos amis païens vont se fâcher. Restons en cette veille de Noël. Soyons amicales. Les païens, mais on les aime bien les païens, mais ça ne les intéresse pas de toute façon. Donc, puisque ça ne les intéresse pas, ils sont païens, donc ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Absolument. Donc, et à partir de là, donc, la fête de la lumière est donc devenue celle de la naissance de Jésus. Mais j'ai voulu aussi, au début du livre, j'avais cherché pour savoir quand est arrivé le premier conte de Noël littéraire. Oui. Parce que les Noëls, c'était des chants qui étaient parfois joués sur les parvis des églises, mais il n'y avait pas véritablement de texte littéraire. C'est un grand mot, mais de texte raconté. Et j'ai découvert, je pense que c'est bon, puisque de toute façon, c'est au XIXe siècle, au XIXe siècle, pardon, que les contes de Noël commencent avec les Anglais. Donc vous avez bien sûr Andersen, qui en a écrit deux parmi tous les contes qu'il a écrits, et ils sont les premiers. Mais avant eux, il y a eu donc un certain Clement Clark Moore, qui était un professeur, qui vivait aux États-Unis sur la côte Est, et il a raconté une histoire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette histoire, c'est de la visite de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui arrive en traîneau, avec des cerfs, et qui dépose les cadeaux par la cheminée. De toute façon, ça a toujours été Saint-Nicolas qui a mais en 1838, et il a raconté cela à ce que j'ai lu, on a raconté ça à ses enfants. Et puis ensuite, ça a été publié par une amie qui avait recueilli l'histoire, et c'était publié dans un journal local. Et ce qui est amusant encore, c'est qu'il y a un certain nombre de personnages, d'écrivains, qui se sont dit non, c'est moi qui ai écrit cela. C'est moi qui ai écrit cela. Et donc, alors, du coup, il y a deux paternités. Il y a les deux poètes. Mais ça date vraiment des premières décennies du XXe siècle. Et puis ensuite, après, donc, les auteurs ont peu à peu commencé à écrire des contes de Noël. Mais avant, on n'en connaît pas. On ne connaît pas, du moins je n'en connais pas. Peut-être que si un auditeur me dit non, moi j'ai lu un texte littéraire au 18e, je suis preneur, c'est moi corrigé. Et l'origine de la crèche alors l'origine de la crèche, la légende dit, mais je pense que c'est exact, que c'est Saint François qui l'a imaginé. En Italie, oui. En Italie, donc nous sommes en 1330 à peu près. Donc c'était un homme très pieux, François, et très dévoué justement à Joseph, à Marie, enfin toute la crèche, enfin toute l'histoire parce que le plus beau conte, c'est Saint-Luc qui l'a écrit. Oui, Saint-Luc, c'est Saint-Luc. D'ailleurs, je l'ai fait dire par un enfant. Non, par un adulte, parce que j'ai mis quelques adultes. Je fais une incidence. Je mets un certain nombre d'amis par an dans une maison autour du feu.
Il y a notamment un évêque qui vient du Gabon, Oui. qui est très content d'être dans une maison Oui. un peu traditionnelle. Il est ravi, Oui. il est là entre se frottant le ventre avec un verre. Il est heureux. Il est heureux, il est ravi. Et il dit, je me souviens quand j'étais enfant de cœur là-bas, on faisait la fête. Et on le voit qu'il est parti, on entend exactement. Et les autres commencent à raconter leur plus beau Noël, leurs souvenirs. Ouais. Et puis à la fin, l'autre, le maître de maison, qui a un côté très catho au bon sens du terme, il dit, mais attendez, moi, la plus belle histoire de Noël, c'est Saint-Luc. C'est l'évangile. Oui. Alors, je reviens à Saint-François, qui a eu l'idée de peindre ce que Saint-Luc avait écrit, de le peindre avec des personnages. Et on pense que la légende ou la rédite fait qu'il a demandé à des habitants d'Assise de venir et de poser. Et depuis, Alors, il y avait des crèches dans les églises, tout à l'extérieur. Et à l'extérieur. Et puis, les premiers mouvements révolutionnaires ont interdit tout cela. Et c'est à ce moment-là que les crèches sont devenues individuelles dans les maisons. Dans les maisons, voilà. Oui. Et on recommence le processus révolutionnaire, puisque de nouveau les crèches sont interdites en extérieur, dans les lieux publics. Et donc, il faut se débrouiller pour mettre des crèches en bordure de jardin, illuminées, pour qu'elles soient tout de même sur la voie publique. Alors, ce qui m'étonne toujours de la part de ces personnes qui ne supportent pas de voir une crèche ou autre chose, dans le fond, qu'est-ce que ça peut leur faire ? Ils n'y croient pas. Pourquoi ça les gêne ? Oui, absolument. Là, je n'arrive pas très bien à comprendre, puisque il y a la foi du charbonnier avec la crèche, oui. Mais surtout, il y a une longue tradition culturelle. Oui, mais enfin, vous savez, la crèche, c'est tout de même quelque chose d'extrêmement dérangeant dans une époque où l'avortement est célébré comme quelque chose de tout à fait normal, puisqu'elle va être constitutionnalisée, comme si c'était vraiment un progrès. Donc, si vous voulez, la crèche, c'est tout de même un père, une mère et un bébé. Une civilisation qui s'est élevée, qui a grandi, qui a prospéré, qui a fait toutes ces œuvres d'art magnifiques à partir de la crèche, ça les énerve, vous comprenez bien. Donc, il faut éliminer ce qui est, à mon avis, le réacteur de cette civilisation, c'est-à-dire la crèche. J'en ai pris conscience après plusieurs études sur l'art, et je pense qu'un esprit formé, une sensibilité, un regard formé par la crèche depuis l'enfance ne peut pas arriver aujourd'hui aux excès que l'on voit, que l'on constate et que l'on veut imposer, en tout cas qu'une minorité veut imposer à une majorité. Vous ne pensez pas ? Si, mais c'est-à-dire que cette minorité refuse tout ce qu'il a fait, lui, oui. s'il est français, parce qu'il y a des Français qui ne sont pas de la même culture chrétienne, oui. Mais ceux qui sont de culture, ils ne peuvent pas faire autrement d'être culture chrétienne, de toute manière. Non, mais là, je pensais à la pensée laïque, quand il y a deux gars de la pensée laïque qui interdisent aux églises de sonner, aux crèches de s'exposer sur la place publique, où on est en démocratie ou on n'y est pas. Mais si on est en démocratie, c'est pas deux types de la pensée laïque qui peuvent l'emporter sur une majorité de chrétiens. C'est très curieux parce que ces personnes, finalement, font partie d'une nouvelle église, ils ont une nouvelle religion, comme une secte. Absolument, oui. Et moi, ça m'amuse pas du tout, mais je veux dire, si on prend les choses... Oui, non, mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Oui. Bon, c'est tout. Moi, j'ai la chance de connaître, de connaître la culture, d'en bénéficier, et puis je ne vais pas me dire le contraire avec tout ce que je raconte. Bien sûr. Ça me paraît tellement important de raconter aux enfants et aux adultes, parce que... Bien sûr, il faut rappeler... Et puis sans parler la tristesse que l'on peut avoir dans tous ces magasins qui dégorgent de boules de lumière et de doré et d'argenté sans vendre une seule crèche. Et c'est quand même, on a l'impression qu'il y a un manque, il y a un vide.
Il y a un vide au milieu du magasin. Je vous suggère ça pour un conte l'année prochaine. Oui. Rassurez-vous, les Chinois sont arrivés, ils proposent dans des magasins des crèches très laides d'ailleurs. Oui. Mais on a des crèches pour 3 francs 6 sous pour les personnes qui peuvent. Et ça vient de Chine. Oui, c'est le commerce. Je les connais. C'est le commerce. En tout cas, Bertrand Gallimard-Flavigny, merci beaucoup pour ces contes de Noël et autres contes de famille publiés dans cette bonne maison d'édition IBA.com. Si, amis téléspectateurs, vous voulez entendre un conte de Noël, j'ai remis sur mon blog une émission de 2015 dans laquelle je lisais la croix de Saint-Esprit de Monsieur de Vintimille, le conte de Jean de la Varande. C'est illustré en musique par Guy-Claude Luypart et c'est l'histoire merveilleuse d'un aristocrate qui, le soir de Noël, va retrouver sa belle amie. Donc, son cocher prépare son attelage, mais la nuit est là, et la neige est là, et son attelage va verser, comme on dit. Et donc, il y a un problème, mais il va arriver, et il va arriver à temps pour la messe de Noël. Je ne vous dis pas la suite, mais c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et vous la trouvez sur mon blog, tout simplement, vous la trouverez, annebrassier.fr. Merci beaucoup Bertrand Gallimard-Flavigny. Merci beaucoup Anne Brassier. D'avoir fait ce joli travail, et peut-être à l'année prochaine pour un nouveau livre. Alors j'aurai peut-être pas le temps de faire un nouveau livre, mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres livres. Merci beaucoup. Et très joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous tous. Amis de TV Liberté, très joyeux Noël.